Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Entrepreneur on a Mission, la série d'Itinéra consacrée aux entrepreneurs inscrits dans une démarche de durabilité, ces femmes et ces hommes pour qui l'engagement collectif passe par leur entreprise. L'objectif de ces rencontres, de ces conversations, est de leur permettre de partager avec nous leurs expériences, leurs enthousiasmes, leurs questions, leurs réflexions, et d'alimenter ainsi nos propres réflexions, en particulier sur les questions collectives et politiques. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Camille Momer, qui est cofondatrice de Natura Matter, une entreprise dont la mission est de faciliter l'usage des matériaux durables dans la construction. Alors, bonjour Camille. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Natura Matter, la nature compte pour vous. Vous êtes agronome, bio-ingénieur, c'est ça? Alors pourquoi? Dites-nous un peu quel est votre parcours, d'où venez-vous, comment en êtes-vous arrivé à créer cette société? Donc, comme vous avez dit, j'ai fait des études de bio-ingénieur à Bruxelles. Et donc, j'ai toujours aimé l'aspect scientifique des choses. Pour moi, c'est quelque chose de très naturel. Mais en même temps, j'ai très peu travaillé avec mon background de bio-ingénieur. J'ai très vite bifurqué vers plutôt tout ce qui est service aux entreprises, service aux entrepreneurs. Et de là, j'ai commencé à avoir l'envie un jour de lancer un projet, en tout cas de pouvoir m'inscrire dans un projet d'entreprise à impact, parce que c'est quelque chose qui a toujours été important pour nous. On a été éduqués aussi avec pas mal d'idées écologiques à la maison, donc je pense que voilà, il y avait un terreau. Et donc, il y a quelques années, mon beau-frère, qui est entrepreneur et architecte, en construisant sa propre maison, a voulu faire les choses comme un peu, je pense, la plupart des gens de notre génération, en essayant d'être le plus durable possible. Il a eu du mal à trouver les bons matériaux, les bons corps de métier, alors que lui-même avait un background d'architecte, un background d'entrepreneur, donc il connaissait le métier de l'intérieur. Et donc, il s'est quand même dit qu'il y avait quelque chose à faire. Si c'était compliqué pour lui, c'était que c'était beaucoup plus compliqué pour d'autres. Et donc, un jour, on en a discuté et il avait cette idée, du coup, de trouver une manière de lancer une entreprise pour faciliter l'usage des matériaux durables dans la construction. Et on en a discuté et il a rassemblé une équipe autour de lui et ça m'a permis d'assez vite assouvir et mon envie de lancer quelque chose, de créer de l'impact, en alliant vraiment le côté durable et en même temps le côté créer une entreprise, créer de la valeur économique, pouvoir en vivre aussi, parce que il faut être un peu pragmatique aussi. Et donc c'est comme ça qu'on a créé Natura Matter il y a 2 ans maintenant, avec cet angle de vraiment faciliter la transition du bâtiment, qui est un secteur qui est lent à évoluer, où l'innovation est très difficile à cause de la manière de fonctionner même du secteur. Et en essayant notre but, c'est vraiment d'identifier tous les freins et de pouvoir les lever. Donc, c'est chaque fois des challenges qu'on essaye en équipe de surmonter. Donc, c'est un peu comme ça qu'on est rentré dedans, ou que je suis rentrée dedans en tout cas. Alors, avant de nous arrêter à Natura Matter, peut-être revenir sur votre parcours à vous. Vous êtes une urbaine, vous avez grandi en ville. Donc, qu'est-ce qui vous a amené ou qui vous a donné le goût de la nature, d'une part, et d'autre part, dans les parcours de chacun, il y a des bifurcations. À certains moments, on choisit de passer à gauche plutôt qu'à droite. Qu'est-ce qui vous a donné le goût de la nature et quels sont les moments où vous vous êtes dit, tiens, pour être fidèle à ce goût-là, il faudrait aller plutôt par là que par là? Et notamment, qu'est-ce qui vous a fait passer par d'autres endroits professionnellement avant de créer votre entreprise? En fait, le goût de la nature, je pense que, bizarrement, maintenant que je me pose la question, je ne pense pas l'avoir conscientisé petite. J'étais effectivement une enfant urbaine. Bon, après, j'ai fait le scoutisme, etc. Donc, on était pas mal dehors, on a fait les camps. Ce que je veux dire, c'est qu'on avait un petit jardin. J'ai beaucoup fonctionné dans un milieu urbain. Par contre, là où pour moi, ça a toujours été important, c'est que je me suis toujours sentie à l'intérieur d'une communauté mondiale. Et prendre soin de la planète a été quelque chose qui a été vraiment... qu'on a appris toute petite. Je sais que... c'est une anecdote, mais je sais que pour mes 12 ans, je pense que un de mes cadeaux d'anniversaire, c'est que mon papa m'a offert un membership chez Greenpeace. Donc il y avait quand même cette réflexion sur faire partie du monde et essayer et prendre soin de la communauté, mais voilà, de manière assez globale, et prendre soin de la société.
Et donc, plutôt que cet aspect purement nature, c'était vraiment plutôt l'idée de comment est-ce qu'on prend soin de la planète. Et puis voilà, au moment où j'étais à l'université et jeune professionnelle, il y avait ces questions de changement climatique qui venaient vraiment au devant de la scène. Et donc, on ne pouvait pas faire comme si de rien n'était. Et donc, ça me semblait normal si un jour je vais lancer une entreprise, que ce soit quelque chose qui vienne apporter une pierre à l'édifice dans ce sens-là. Ça n'aurait pas été concevable pour moi de lancer quelque chose qui ne vienne pas prendre soin de la société ou de la communauté, que ce soit... Ça aurait pu être plutôt du côté médical, ça aurait pu être du côté, je sais pas moi, du zéro déchet ou de la bonne alimentation, mais en tout cas, il y avait cette réflexion du durable de toute façon, parce que c'est comme ça que je suis... que je fonctionne dans mon cerveau, j'aurais pas pu lancer quelque chose qui était vraiment axé seulement sur le business pur. Enfin, je caricature un peu. Ça a été la ligne que vous avez tenue quand vous êtes passé dans vos autres fonctions professionnelles avant Natura Matters? Oui. Vous êtes passé par Innoviris, c'est ça? Par Hub Brussels, oui. En fait, je suis toujours partie. Donc, j'ai commencé en faisant un tout petit peu de recherche à l'université sur le cancer du sein, mais en modèle fondamental, donc très très loin. Mais de là, je suis passée à... Plutôt, j'ai toujours été intéressée par l'innovation. Donc là, je suis passée dans l'aide aux entreprises en termes d'innovation. Et de là, je suis passée à l'aide aux entrepreneurs. Et ça me rapprochait chaque fois de l'être humain, en fait. Je me suis rendu compte que je suis partie de l'innovation et j'ai été de plus en plus vers des histoires d'êtres humains, parce que je pense que l'innovation et l'impact, elle vient de gens qui ont des projets. Donc j'ai adoré coacher des entrepreneurs chez Hub Brussels, qui avaient des projets, qui voulaient faire de l'impact et leur servir de routeur et parfois de caisse de résonance sur les projets. Je trouvais ça extrêmement intéressant. Et là, je suis vraiment rentrée en contact avec cette idée de créer son propre projet, de pouvoir donner une direction aussi à sa carrière. Parce que mine de rien, quand on crée une entreprise, on peut mettre une direction, on peut insuffler une stratégie, et ça, c'est quelque chose qui était intéressant. Et c'est en faisant ça que, du coup, je me suis dit, OK, un jour, je voudrais le faire. Mais en sachant que l'idée ne viendrait pas de moi, parce que je ne suis pas du tout quelqu'un... Je vois tout le temps plutôt les problèmes ou les challenges là où mes associés voient plutôt les opportunités, mais en me disant, voilà, un jour, je mettrai ces capacités-là à disposition de quelqu'un qui a une grande idée pour changer le monde. Et c'est comme ça que je suis rentrée dedans. Et alors, comment ça s'est fait précisément? C'est quoi le début de l'histoire de Natura Matters? Vous dites c'est votre beau-frère qui a pas trouvé ce qu'il cherchait. C'est ça. Mais une chose est ça, ce fait individuel, et une autre chose est de se dire, OK, on se met autour de la table, on trouve des fonds, on passe chez le notaire, et on trouve les premiers clients. Oui. On imagine un modèle économique. Alors, comment ça s'est fait au début? On a eu en fait énormément de chance. Déjà parce que mon beau-frère est mon associé du coup entre-temps est quelqu'un d'intrinsèquement entrepreneur qui a un moteur qui est très fort, et donc il a réussi à rassembler une équipe hyper pluridisciplinaire où on est extrêmement complémentaires. Donc ça, c'est la première force du projet. Je pense que ce qui a aussi nous a aidés, c'est que venant de Hub Brussels, connaissant assez bien l'écosystème bruxellois, et comme on était une équipe, on est 5 associés, donc on était une grosse équipe, j'ai quand même directement proposé de participer à un incubateur bruxellois qui s'appelle Green Lab Brussels, qu'on remercie vraiment, parce qu'ils nous ont vraiment aidé à nous structurer, à nous poser les bonnes questions, à créer un vocabulaire commun au sein de l'équipe, ce qui est quand même important. Ouais. Et du coup, à avancer sur le projet sans être directement dans une phase de risque où tout le monde a dû lâcher son travail. On était encore plusieurs à travailler à côté de ça, donc ça a mis ça en place. Puis le Covid est arrivé, ça a été un peu avec en avant, en arrière, parce que voilà, certains d'entre nous avaient des jobs qui ont été extrêmement prenants pendant le Covid. Et puis à un moment donné, en fait, en septembre, on s'est dit, OK, il y a la finale du Green Lab qui avait eu lieu, on avait fait un super pitch, on avait eu des très chouettes retours, on avait eu des premiers contacts on a gagné un petit prix de la banque Triodos, qui est un de nos partenaires maintenant, qui nous ont mis en contact avec des clients professionnels de la construction. Donc ça nous a permis un peu de tester notre proposition. Il y avait des bons retours. On s'est dit, OK, maintenant il y a un momentum, il faut se lancer, il faut donner sa démission. Donc il y a un côté un peu stressant, mais en même temps, comme on était 5, il y avait une vraie envie de le faire ensemble, et ça crée aussi une énergie qui est hyper intéressante. Et donc on s'est lancé. On a trouvé des bureaux, ça c'était important pour nous, pour pouvoir travailler au même endroit, parce qu'on n'en pouvait plus du télétravail en plus. Et donc voilà, ça a été. On a créé la société en mai, et en septembre on avait trouvé des bureaux, et on s'est tous lancés en septembre.
Et concrètement, vous faites quoi? Quel est le service que vous proposez et quelle est l'ampleur de votre activité pour l'instant? Alors, l'activité, on a pas mal pivoté, comme on dit en entrepreneuriat. Donc, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est vraiment, l'idée, c'est de faciliter la mise en œuvre de matériaux durables, donc biosourcés, géosourcés ou circulaires, dans le monde, dans des chantiers de construction ou de rénovation. Le monde de la construction fonctionne assez bien en silo. Et donc, on s'est rendu compte que la difficulté à rentrer ces matériaux dans un chantier, c'était parce qu'en fait, les architectes ne connaissent pas forcément, les maîtres d'ouvrage, donc les propriétaires, ont quand même pas mal d'a priori sur le fait que c'est de toute façon plus cher, donc ils ne creusent pas forcément la question. Et puis il y a les entrepreneurs qui doivent à un moment donné acheter et mettre en œuvre les matériaux et eux ont plein de questions techniques qu'ils ne connaissent pas. Ils ont besoin d'être rassurés. Et en fait, du coup, on a créé une espèce de fil rouge où on suit les projets depuis la conception jusqu'à la mise en œuvre, où on accompagne justement toutes ces parties prenantes-là pour répondre à leurs questions, à leurs incertitudes et leur proposer des matériaux qui sont fiables, dont on sait qu'ils fonctionnent, qui rentrent dans le budget, qui rentrent dans le look and feel qu'ils veulent, qui répondent à toutes les contraintes techniques. Et donc on les alimente dans le choix des matériaux et puis on accompagne tous les professionnels de la chaîne de valeur pour que ça se passe bien et pour éviter qu'il y ait une impression de risque. Parce que souvent, dans l'immobilier, quand il y a un risque, le risque coûte vite cher et donc on évite le risque. Et donc, pour éviter le risque, on ne change pas les matériaux. Or, notre but, c'est vraiment de faciliter pour faire passer les matériaux durables de la niche, parce qu'elle existe, cette niche, mais à la norme, que ça devienne un peu une manière de réfléchir réflexe à l'intérieur des projets immobiliers. De façon générale, quelle est la part, la proportion du coût du matériau dans un bâtiment? Excellente question. Les études qui sont sorties, en général, on dit si on ne prend pas les techniques, donc pas tout ce qui est ventilation, radiateur, on est sur 20%. Donc 20% du budget que le propriétaire va payer sur son projet, c'est les matériaux. Donc en fait, c'est relativement réduit. Le plus gros, c'est de la main-d'œuvre, du temps de travail, soit au niveau de la conception, soit au niveau de la mise en œuvre. C'est pour ça qu'on dit tout le temps, il y a parfois des a priori sur le budget des matériaux durables, mais en fait, fondamentalement, l'enveloppe totale n'est que de 20% sur les matériaux. Donc même s'il devait, et ce n'est pas toujours le cas, avoir un petit surcoût de 2 ou 3%, c'est relativement limité dans un projet. Alors que par contre, l'empreinte environnementale est décisive. Elle est énorme. Ce qu'on aime bien rappeler, c'est qu'au moment où on construit un bâtiment, à la fin du premier chantier, il y a 50% de l'impact écologique qui a déjà été défini. Les autres 50%, ça va être l'énergie pour faire vivre le bâtiment, éventuellement les quelques rénovations, etc. Mais donc, le choix des matériaux au départ est fondamental parce que c'est 50% de l'impact d'un bâtiment, que ce soit au niveau d'une habitation individuelle ou d'un gros projet immobilier. Okay. Et quand on compare un bâtiment moyen, en quelque sorte, fait avec des matériaux sans choix spécifique comme vous le faites, ou un bâtiment construit avec des matériaux sourcés comme vous le faites, quelle est la différence d'empreinte ? Vous avez une idée? On est dans un rapport de 1 à quoi? C'est extrêmement difficile de répondre et mon côté scientifique me dit ne réponds pas quand tu ne sais pas exactement parce que ça dépend ce qu'on compare. Il y a très peu de matériaux, il y a très peu de bâtiments qui ont déjà été construits en 100% biosourcés et donc on n'a pas vraiment de benchmark. Maintenant, ce qu'on voit bien, il y a une vraie réflexion, je pense aussi, à amener sur ce qu'on appelle l'énergie grise. Oui. Typiquement, il y a différents types de matériaux durables. Il y a des matériaux qui font du recyclage, donc qui évitent un déchet. Donc ça, c'est intéressant. Mais il y a aussi tout ce qui est matériaux biosourcés qui prennent de plus en plus de place dans le débat public parce qu'eux ont cette capacité de stocker du CO2, là où les matériaux conventionnels, typiquement, quand on parle d'isolation, c'est des matériaux à base pétrochimique et donc en fait on produit du CO2 et on sait qu'en fin de course ce sont des matériaux qu'on va devoir brûler ou enfuir parce qu'on ne sait pas les recycler encore et qui vont produire encore plus de CO2. Et donc ça pour nous c'est une partie de la réflexion aussi, c'est de se dire mais en fait si on arrive à stocker du CO2 dans nos bâtiments, on n'est pas les seuls à le dire, il y a une vraie opportunité de faire d'un des secteurs les plus polluants du monde, d'en faire un levier pour capter du CO2 à l'intérieur des villes, ou même des campagnes. Et donc ça, c'est vraiment une réflexion à mener rapidement et à grande échelle, je pense. Qu'est-ce que vous donneriez comme exemple d'activité ou d'engagement de votre société dont vous êtes fier et qui peut faire tache d'huile ou qui peut inspirer? Nous, on est... Ou un processus, ou une innovation. Je pense que là où on est innovant, nous, en tout cas, on est perçu comme innovant, et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'a
pas encore vu chez d'autres. C'est qu'en fait, dans les matériaux de construction, il y a des producteurs qui innovent tous les jours. Il y a vraiment des entreprises, des PME et des industriels qui développent des produits plus durables, qui font vraiment un super boulot. En particulier en Belgique? Il y en a, oui, comme on a quand même un chouette track record en Belgique et dans les 3 régions, donc c'est vraiment chouette. Il y a des chouettes producteurs en isolant, en panneaux, en produits de bois, par exemple. Mais c'est des matériaux qui ne sont pas forcément encore distribués à grande échelle. La distribution dans le monde de la construction, c'est extrêmement diversifié. Il y a beaucoup de magasins, il y a beaucoup de fournisseurs. Donc ils ne sont pas forcément extrêmement visibles. Et dans un projet de construction, c'est l'architecte qui définit ce qu'il y a au cahier des charges, puis l'entrepreneur qui achète et qui place. Et ce dont on se rendait compte, c'est que quand l'architecte ne connaît pas, il fonctionne avec des standards, il met comme d'habitude, ou il ne précise pas. Et puis c'est l'entrepreneur qui soit achète ce qui a été mis, soit s'il n'a pas été précisé, il prend ce que lui connaît, ce que lui maîtrise, ou le produit le moins cher chez son fournisseur. Et donc il y avait une espèce de blind spot au niveau des matériaux, parce que personne décide, où il y avait peu d'appropriation du choix. Et nous, on avait vraiment envie de remettre ça au centre. Et donc, cette réflexion, je pense, là où on n'a pas inventé de produit, même si on a des projets en cours, on a inventé un nouveau type de business model ou une innovation où, en fait, on accompagne un projet. On n'accompagne pas forcément une entreprise à l'intérieur d'un projet. On accompagne et l'architecte, et le propriétaire, et l'entrepreneur, et les sous-traitants, et le PEB. Et donc, c'est cette manière de venir proposer de la transversalité à l'intérieur du projet pour en faire vraiment, de faire des matériaux un sujet transversal qui est, je pense, assez nouvelle ou assez innovante dans le secteur. En tout cas, c'est les retours qu'on a. Et cette façon-là de faire est une manière de déconstruire les silos? On essaye, oui. Je pense que ça résiste Ça dépend. On voit vraiment dans les projets qu'on accompagne. Il y a toujours, oui, ça résiste parce qu'il y a des habitudes. C'est pas de la résistance parce qu'on n'a pas envie, c'est parce qu'il y a des manières de travailler qui sont en place. Après, on voit vraiment, on a par exemple une communauté d'architectes qui sont abonnés chez nous et qu'on aide sur tous leurs projets. Là, on voit clairement un shift générationnel, c'est-à-dire que c'est beaucoup des bureaux d'architectes qui ont entre 30 et 35 ans, qui lancent leur bureau et pour qui vraiment le durable, c'est un fondamental, ça devient un b.a.-ba, c'est pas possible de ne pas le prendre en compte. Et donc ça fait tache d'huile. Et ça, c'est très intéressant. Est-ce que ça veut dire qu'une clé d'action, si on veut élargir ce que vous faites, ou s'en servir vraiment pour casser la noix en quelque sorte, c'est de travailler avec la génération montante? Je pense que c'est la manière... c'est un bon début parce que c'est d'une... Je ne vais pas dire une génération, parce que mais je veux dire, c'est des gens pour qui c'est devenu un état de fait. Et donc, au niveau des valeurs et de la manière de travailler, on est directement très alignés. Mais on ne peut pas s'arrêter à cette génération-là. Je pense qu'il y a un vrai mindset qui est en train de changer aussi, par exemple au niveau des sociétés qui font de la promotion ou du développement immobilier, parce que les réglementations changent, mais aussi parce qu'on se rend compte qu'on ne peut pas faire autrement et que ce soit des personnes plutôt de notre génération qui arrivent à des postes où ils ont une marge de manœuvre pour changer, ou des gens plus âgés qui ont des enfants pour qui c'est devenu aussi un b.a.-ba. Il y a un mindset qui change. Et par contre, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on voit que le monde et de l'immobilier et de la construction veulent changer. Ils n'ont pas toujours encore les outils pour. Et nous, c'est pour ça qu'on essaye vraiment de se focaliser sur les outils pour leur permettre de faire cette transition-là. Notre mission, ce n'est pas de convaincre qu'il faut faire du durable. S'ils n'ont pas envie de faire du durable, c'est de donner les outils pour dire, OK, mais de quelle manière est-ce que, à l'intérieur d'un budget, de manière efficace et à l'intérieur d'un processus qui existe déjà, parce que la construction a déjà des processus qui existent, comment est-ce qu'on vient implémenter du durable efficacement et avec impact? Vous avez travaillé dans une fédération professionnelle aussi. Oui. Est-ce que vous y avez appris des choses vous pensez pouvoir réutiliser dans la dynamique sectorielle dans laquelle vous êtes maintenant, même si aujourd'hui vous êtes un acteur et pas une fédération? Oui, je pense que ce que j'y ai appris d'abord, c'est que en fait, quand on a envie de faire de l'impact en tant qu'entreprise, une fédération, c'est un vrai outil à disposition. On a parfois l'impression qu'une fédération, ça représente beaucoup d'entreprises et donc peut-être une inertie ou un énorme secteur, que ça peut être lourd.
en tout cas quand nous on y travaillait, en réalité c'est les entreprises qui ont envie de faire changer les choses, qui viennent apporter des propositions très concrètes parfois. Et ça c'est quelque chose du coup où nous on n'a pas peur avec les fédérations, donc, typiquement de la construction, de venir proposer des choses, parce qu'en fait on se rend compte que si les idées viennent... Enfin, c'est quelque chose où moi je me suis rendu compte, si les idées ne viennent pas du terrain, c'est difficile pour eux de se les approprier. Donc ça c'est vraiment, je pense, il ne faut pas avoir peur en tant qu'entreprise de venir proposer des choses parfois très concrètes à ces fédérations, parce qu'elles peuvent les apporter à un autre niveau. On ne sait pas le faire tout seul, mais par contre les idées doivent venir du terrain. Donc oui, certainement, et pas avoir peur de temps en temps de venir challenger l'ordre établi. Enfin, l'ordre établi, ça sonne de nouveau très gros et très lourd, mais je pense que c'est venir parfois challenger la manière de travailler, parfois les questions qui se posent. Il ne faut pas avoir peur de le faire, et en général, enfin de mon expérience en tout cas, les fédérations sont extrêmement ouvertes à ça et extrêmement preneuses d'input de leurs membres et de leur secteur. Alors là, on parle d'une contamination en quelque sorte, enfin contamination culturelle dans le bon sens du terme, sectorielle. Est-ce que vous travaillez aussi, est-ce que vous êtes impliqué dans une contamination culturelle intersectorielle? Je pense à une fédération comme Écopreneur par exemple, ou entre entreprises de secteurs différents mais partageant une même philosophie, vous pouvez travailler ensemble. Est-ce que vous êtes inscrit dans des dynamiques comme celle-là? Oui. En fait, ce qu'on voit, c'est qu'à partir du moment où le durable, en plus, nous, on est une jeune entreprise, donc il y a déjà tout l'écosystème start-up durable, qui est quand même un écosystème qui fonctionne bien, dans lequel il y a énormément de liens entre les entreprises pour apprendre ensemble sur des questions de durabilité, mais aussi très pragmatiques de comment on gère une entreprise et comment on change d'échelle. Donc ça, c'est quelque chose où on essaye de s'appuyer et de pouvoir donner notre expertise à d'autres ou notre expérience à d'autres et d'aller s'alimenter en expérience. C'est moins fédérationnel, mais c'est vraiment des écosystèmes, entrepreneuriat et transition par exemple, dans lequel on est aussi un peu impliqué. Enfin voilà, je pense que en tant qu'entreprise, ce qui est intéressant, c'est de ne pas avoir peur d'aller demander de l'aide ou de demander de l'expérience à d'autres qui font pas forcément la même chose, mais qui fonctionnent sur des valeurs similaires, parce qu'en fait, on pose les questions un peu de manière différente. C'est la question de, typiquement, on a eu un call il n'y a pas très longtemps sur, OK, on cherche un fournisseur de X ou Y, mais on aimerait bien avoir un fournisseur qui est en accord avec nos valeurs. Ben, OK, qu'est-ce que d'autres font dans ce type de questionnement-là? Est-ce qu'il y a des références? Et donc ça, c'est des choses intéressantes. Ou de venir alimenter sur, OK, comment est-ce qu'on définit la durabilité? C'est une question qu'on a beaucoup, comment on définit la durabilité. En tout cas, dans la construction, il n'y a pas de définition légale qui existe. Donc il faut jouer avec du CO2 neutre, du local, du circuit court, du biosourcé, du naturel, du circulaire. C'est toutes des définitions qui existent, qui se superposent plus ou moins. C'est intéressant parfois de voir, typiquement dans le secteur de l'alimentaire, comment est-ce que ces entreprises-là comment est-ce qu'on gère le fait que ce sont des définitions plurielles qui ont des impacts l'un sur les autres, mais qui rendent la lisibilité parfois un peu plus compliquée. La filière d'approvisionnement, la clarté du concept, oui. Ça sont des clés de développement de votre activité ou du secteur. Est-ce que vous en voyez d'autres? Je pense que pour nous, ce qui va être important, c'est de pouvoir... Enfin, ce que nous, on a vraiment envie de faire, c'est de pouvoir se positionner vraiment comme un soutien du secteur de la construction et du secteur de l'immobilier. Et donc, le plus gros, la chaîne d'approvisionnement, c'est hyper important. La connaissance des produits, pour nous, c'est vraiment très, très important aussi. Donc, on fait un énorme effort de partir en exploration partout en Europe sur les matériaux durables qui sont produits développés ou en développement. Mais il y a aussi toute la réflexion sur comment est-ce qu'on arrive à soutenir, comment est-ce qu'on développe des nouveaux produits ou des nouvelles solutions pour venir soutenir le secteur dans sa réflexion, typiquement dans l'accompagnement qu'on fait, que ce soit au niveau des architectes ou des promoteurs immobiliers, on se rend parfois compte de produits qui n'existent pas ou de solutions qui n'existent pas ou de filières qui n'existent pas. Et là, ce qu'on adore faire, c'est mettre en lien des producteurs ou des industriels avec qui on travaille ou les mettre en lien entre eux pour voir si on ne peut pas faire un développement d'une nouvelle solution, d'un nouveau produit et de donner une impulse. Ce n'est pas forcément nous qui allons gérer le projet dans sa finalité, mais de se dire, OK, typiquement, là, on développe on est en train de développer
développer avec des partenaires une nouvelle chape à base de terre crue, parce que les chapes, c'est du ciment, c'est du sable, c'est deux ressources qui sont polluantes et en pénurie. Ça n'existe pas encore, en tout cas à l'échelle bruxelloise, comme un produit facile d'accès. Est-ce que c'est nous qui allons vraiment commercialiser le produit ? C'est pas du tout sûr, parce que ça sort un peu de ce qu'on fait. Mais par contre, c'était important pour nous de mettre ce problème ou ce manque sur la table avec des acteurs qui connaissent la problématique, qui connaissent le métier, pour se dire, OK, ben comment est-ce qu'on solutionne ça à grande échelle ? Et comment est-ce qu'on crée de la valeur économique à partir de ça aussi ? Oui, il y a une question à laquelle j'arrive. D'abord, vous dites que vous allez voir à l'étranger ce qui se passe. Est-ce qu'il y a des acteurs qui font le même métier que vous à l'étranger, en Europe ou ailleurs d'ailleurs ? On n'en a pas encore trouvé. Après, je ne dis pas qu'on est totalement exhaustif, mais on voit qu'il existe des sourceurs de matériaux, c'est-à-dire plutôt des sociétés ou des entreprises qui aident au choix des matériaux, mais vraiment axés sur le durable, on n'en a pas encore trouvé. J'imagine que ça viendra et je pense que c'est nécessaire parce qu'on se rend compte que vraiment la connaissance de ce qui existe en fait est le premier frein. Et à partir du moment où ce frein-là n'est pas levé, les autres deviennent... Enfin, ça ne sert à rien de l'élever non plus. Donc la première, c'est vraiment que les architectes et les entrepreneurs connaissent les matériaux, sachent qu'ils sont fiables, sachent comment choisir un matériau. Et donc ça, c'est la première focus qu'on a. Mais on n'a pas encore trouvé de concurrents ou de partenaires qui font vraiment exactement ce type de travail-là. Est-ce que vous avez des liens avec les écoles d'architectes ? La connaissance, elle commence là, en fait. Oui, on a des premiers contacts avec notamment la fac d'archi de l'ULB, qui est très intéressée de voir comment on peut introduire cette réflexion-là au sein de la formation. Des contacts qu'on a, en fait, on se rend compte que les architectes sont assez peu formés sur les matériaux, en tout cas peut-être pas assez. Et c'est quelque chose qu'on a très envie de mettre à disposition. On a aussi des projets de voir peut-être si au niveau de l'enseignement technique, on ne peut pas venir apporter au niveau des ouvriers de la construction ou des métiers techniques de la construction de mise en œuvre, si là on ne peut pas aussi venir apporter ces connaissances-là. Parce qu'à partir du moment où ils l'ont vu, on voit qu'une fois qu'ils l'ont vu dans leur apprentissage, c'est plus un angle mort et c'est plus un produit risqué parce qu'ils l'ont vu depuis le début. Et donc ça, c'est des choses sur lesquelles on a très envie de travailler, oui. Vous aviez évoqué à l'instant la dimension économique. Vous préparez une levée de fonds, n'est-ce pas ? Oui, on prépare une levée de fonds. Alors, c'est quoi votre modèle économique ? En fait, vous êtes une entreprise de service, vous êtes un intermédiaire. Comment ça marche ? Comment vous calculez vos marges ? Comment ça fonctionne ? En fait, pour le moment, on est sur Enfin, non, on a pas mal pivoté et maintenant on a trouvé un business model qui est en fait hybride, c'est-à-dire que la partie aide à la conception est sous forme de service. Et là, en fait, comme je disais, le monde de la construction est relativement averse au risque, en tout cas financier. Et donc là, on a créé un système de forfait, c'est-à-dire qu'en fonction de la taille du projet, on fonctionne au forfait pour éviter justement des variables qui pourraient être compliquées à mettre en place dans un budget, surtout sur des petits projets. Et alors, et donc ça couvre la partie... conception. Et au niveau des entrepreneurs généraux, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, dans leur manière de travailler avec des consultants, c'est assez peu dans leur manière de fonctionner. Et donc là, ce qu'on fait, c'est que s'ils le souhaitent, on peut acheter les matériaux pour eux directement à l'usine. C'est souvent des matériaux qui ne sont pas non plus chez les fournisseurs habituels, donc ils ne sont pas dans les magasins chez qui ils vont se fournir. Et donc, ce qu'on leur propose, c'est d'acheter les matériaux pour eux, de les livrer directement sur chantier. Et donc, on est sur un business model hybride qui fonctionne tant pour un segment de clients que pour l'autre. Dans les entreprises, il y a des succès et des échecs. Parfois, on se prend des gamelles. Est-ce que vous en avez déjà appris dans l'histoire de l'entreprise ? Est-ce que vous avez appris quelque chose de ça que vous pouvez partager ? J'aime pas beaucoup parler d'échecs parce que j'ai l'impression qu'un échec n'est jamais définitif. On a des tentatives qui ont échoué, et ça, on en a quelques-unes. Alors, lesquelles ? Et où vous avez appris quelque chose qui peut être partagé, puisque vous êtes pionnier dans le secteur ? Je pense que le premier, vraiment, on va dire la première porte qu'on s'est prise, qui a été assez fondatrice, c'est qu'en fait, au départ, on voulait vraiment se focaliser sur les gens les métiers de la construction, donc les entrepreneurs, les sous-traitants des entrepreneurs, les entreprises de construction. Et en fait, on s'est rendu compte que
pour des raisons totalement pragmatiques, qui sont que c'est des métiers, ils sont le nez dans le guidon, c'est extrêmement cost-driven, ils sont vraiment dans de l'opérationnel tout le temps. C'était pas le bon segment, en tout cas, c'était dur de leur demander l'énergie de eux porter la transition à l'intérieur de leur métier. Et donc c'est de là qu'on s'est dit, mais en fait on doit travailler en amont de la chaîne de valeur. Et c'est au niveau des architectes et des maîtres d'ouvrage qu'on doit travailler. Et les maîtres d'ouvrage, souvent, se réfèrent à leurs architectes. Les architectes se réfèrent aux maîtres d'ouvrage. Et donc, je pense que c'était intéressant. Et c'est là qu'on a vraiment développé plutôt cette idée de service et d'accompagnement à la conception. C'est qu'il faut accompagner les deux de front. Du fait que ces silos sont quand même relativement intégrés dans le secteur, c'était vraiment important de travailler les deux en côte à côte et de les prendre plutôt en partenariat plutôt que de les mettre face à face. Et je pense que ça a été vraiment un déclencheur et c'est là qu'on a vraiment vu une différence. Les architectes ont un vrai intérêt à travailler plus durablement. Au niveau de leur valeur dans leur métier, de manière générale, ils sont extrêmement ouverts à pouvoir travailler de manière plus durable, mais ils n'ont pas les outils et ils n'ont pas le temps de chercher. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut apporter. Et on voit beaucoup du côté des maîtres d'ouvrage, pareil, ils sont de moins en moins contraires et ils sont même de plus en plus proactifs dans la démarche, mais ils ont une série de questions qui sont liées au budget et au timing souvent, et on arrive à amener ces outils-là pour eux. En fait, à un moment donné, du coup, les pièces se mettent en place. Et il faut construire au fur et à mesure. Il ne faut pas essayer de faire un bâtiment durable 100% au premier coup. On commence, il faut créer de la confiance, il faut créer de la confiance dans les produits, il faut montrer que ça fonctionne, il faut montrer que ça ne bloque pas en fin de course avec l'entrepreneur. Et ça, c'est des choses qu'on a appris un peu de hard way au début, à vouloir fonctionner directement sur chantier. Non, il faut prendre vraiment le projet en amont. Oui. Et vous évoquez la question des coûts. Alors, est-ce qu'il y a un surcoût important et s'il y en a un, est-ce qu'il peut se résorber au fur et à mesure de la croissance du marché ? Alors, est-ce qu'il y a une différence dans le prix des matériaux ? Parfois, pas toujours en fait, on voit. Après, une des réflexions qu'il faut vraiment avoir, c'est quand on parle de matériaux de construction durable, c'est aussi vaste que les matériaux de construction tout court. Donc on parle d'une pléthore de matériaux avec plein de choses différentes. La question du coup, c'est à moitié une fausse question dans le sens où quand un projet arrive, qu'on accompagne, il arrive avec un cadre budgétaire qui a déjà été prédéfini par le maître d'ouvrage et par l'architecte. Et donc, en fait, nous, ce qu'on fait, c'est à l'intérieur de ce cadre budgétaire, comment est-ce qu'on vient maximiser le nombre de matériaux durables sans venir augmenter les coûts. Et donc, il y a la réflexion du coût du matériau, oui, mais il y a la réflexion du coût de la mise en œuvre. Typiquement, les matériaux dans un chantier, c'est 20%. Enfin, les matériaux de gros œuvre et finition, c'est 20% de l'enveloppe budgétaire. Donc, ça veut dire qu'il y a 80% de main-d'œuvre. Et donc, réfléchir au système constructif, parce que si on arrive à construire plus vite, en mettant moins de couches, avec moins d'œuvres, avec des solutions, par exemple, qui ne doivent pas sécher ou qui doivent sécher moins longtemps, ça vient compenser une partie de la différence de coût des matériaux. Et donc, de se dire, c'est d'office plus cher, non, certainement pas. Il y a même des solutions qui peuvent être moins chères si on prend le total cost of ownership, comme on en parle parfois dans d'autres secteurs. Mais ça demande une réflexion en amont, parce qu'il ne faut pas se dire, on copie-colle un matériau durable pour un produit conventionnel. Il faut réfléchir sur la méthode de construction dans sa globalité. Et prendre le temps de chantier, etc. Ouais. Alors le temps passe, on arrive déjà à la fin de cette rencontre. On est dans le cadre d'un think tank politique. Qu'est-ce que vous voyez dans votre expérience comme levier et comme obstacle qui sont liés à l'environnement social et peut-être à l'environnement politique ou réglementaire en particulier ? Et qu'est-ce que vous auriez envie de dresser comme question ou comme maître ou comme réflexion qu'auriez-vous envie de mettre sur la table sur ce plan-là, le plan politique ? En tout cas, au niveau de la construction, une des choses qui pour nous est vraiment un frein, c'est justement ce côté risk-averse. Il faut savoir qu'un architecte et un constructeur qui construisent quelque chose, il y a une garantie dessus. Et donc changer la méthode de travail, changer les matériaux, il y a un risque pour eux, s'ils n'ont jamais travaillé avec quelque chose de relativement neuf, il y a ce besoin d'être rassuré là-dessus. Et je pense que un levier qui pourrait accélérer l'innovation et l'accès aux nouveaux matériaux dans le monde de la construction, c'est vraiment de réfléchir à comment est-ce que ce risque peut être pris en compte. Je pense que même si c'est les maîtres d'ouvrage qui veulent pousser,
Enfin, donc, si c'est les développeurs immobiliers qui veulent vraiment pousser ces matériaux durables dans leurs projets, ils ne peuvent pas se permettre d'avoir un risque énorme en termes de mise en œuvre. Et donc, la question se pose de savoir si la société n'aurait pas une responsabilité à prendre en compte une partie du risque, parce que ce changement, il doit avoir lieu pour toute la société. On a besoin que la société devienne plus durable, donc on a besoin d'aller assez vite. Or, le monde de la construction, dans son évolution, a une tendance à être relativement lente. Et donc, pour accélérer ça, peut-être de réfléchir à des systèmes où le risque serait partagé entre le promoteur immobilier, le constructeur, l'architecte, comme d'habitude, mais peut-être que la société pourrait prendre en charge une partie du risque. Ce serait peut-être des réflexions à pousser. Donc, mutualiser le risque, puisque le bénéfice est en partie collectif. Exactement. Je pense que ça, c'est vraiment une piste qui serait intéressante. Et il y a apparemment, même aux Pays-Bas, des réflexions sur le sujet. Donc, on peut même s'inspirer de ce qui se fait ailleurs. Très bien. Voilà, on est au bout. Est-ce que vous avez envie d'ajouter quelque chose? Non, juste que nous, on sent très fort qu'il y a un momentum dans cette transition écologique. Il y a une vraie envie des entreprises et des citoyens d'avoir un impact. Et c'est extrêmement motivant, du coup, de pouvoir faire ce qu'on fait aujourd'hui. Donc voilà, on est plutôt optimiste. Alors, toute dernière question, qu'est-ce qui vous amuse le plus dans cette expérience? C'est une expérience, le fait de lancer une entreprise. Rencontrer des gens extrêmement inspirants et pouvoir tester des choses continuellement. Oui. Eh bien, un grand merci Camille. Merci à vous. Et merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous la prochaine fois pour le prochain épisode d'Entrepreneurs on a Mission.